La présentation suivante, donc d'Isabelle Bunker, qui travaille en réanimation pédiatrique à Nantes et qui va effectivement nous expliquer comment ne pas recourir à l'ECMO chez ces patients. Merci Isabelle. Bonjour. Donc, je travaille à Nantes, comme le disait Nicolas, et avec Sébastien, on a voulu vous présenter, à la demande des organisateurs, comment éviter l'ECMO au club ECMO. Bon, c'est certainement une vengeance personnelle. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle, vous l'avez compris, d'une maladie rare. Elle touche 1 sur 3500 enfants à peu près. D'une maladie qui reste grave. On a évoqué les chiffres de mortalité qui sont aux alentours encore de 30%. On dit aux alentours parce que c'est une maladie extrêmement hétérogène qui va du simple au double en termes de gravité. Et c'est bien ça qu'on va tâcher de vous montrer, c'est que c'est une maladie probablement très compliquée, qui fait appel à des notions de physiopathes compliquées mais intéressantes et qui surtout nous permettent de cibler nos traitements. Et à ce sujet, on va y revenir largement, mais il y a 3 composantes physiopathes essentielles qui expliquent la hernie de coupole. C'est l'hypertension pulmonaire en tant que telle, la dysfonction ventriculaire et l'hypoplasie pulmonaire. Et de ces 3 grands thèmes doivent découler nos traitements. Alors, pourquoi quand même éviter l'ECMO ? A priori, sur ces formes sévères, graves, chez qui on tente beaucoup de choses, l'ECMO peut paraître être un bon traitement. Et d'ailleurs, il y a des indications qui se prêtent à la hernie diaphragmatique pour le branchement en ECMO, qui sont des indications classiques à type d'hypoxémie réfractaire, d'hypercapnie, de déficit circulatoire, de défaillance circulatoire ou de détérioration aiguë brutale. Mais l'ELSO nous rappelle que ce sont des ECMO particulières dans le sens où il y a plus de morbimortalité, particulièrement dans les hernies diaphragmatiques par rapport à toutes les autres causes de détresse respiratoire néonatale. Et on voit même que ranger la hernie diaphragmatique dans les détresses respiratoires, c'est un peu sommaire. Toujours est-il qu'il y a 30% des ECMO néonatales qui sont des hernies diaphragmatiques, que la hernie diaphragmatique associée à l'ECMO a une mortalité plus forte, aux alentours de 50%, qu'on peut trouver des difficultés de cannulation du fait de l'architecture et des changements de position du médiastin, et que finalement, les survivants de la hernie associée à l'ECMO ont 9 fois plus de chances, par exemple, risquent plus exactement, de faire des insuffisances respiratoires chroniques par la suite, et qu'il y a une augmentation des séquelles neurologiques. Et par ailleurs, lorsqu'il y a une hypoplasie pulmonaire sévère, et c'est très certainement le cas chez ces enfants qui ont une ECMO, il y a plus de risques d'échec de sevrage. Il y a une HTAP sévère persistante, un risque d'HTAP sévère persistante plus important, et le coût est multiplié. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le but de notre présentation, c'est de proposer des stratégies d'évaluation d'abord, pour proposer des thérapeutiques ciblées et éviter l'ECMO éventuellement, ou du moins aller dans les meilleures conditions possibles d'optimisation des soins vers l'ECMO. Alors, éviter l'ECMO, mais je vais aller très vite compte tenu du topo de Sébastien juste avant. Ça commence en anténatal avec une pronostication sur l'écho, sur l'IRM. Ce sont des notions que vous avez certainement, je vais y revenir très rapidement. Et sur la génétique, alors on fait la plupart du temps des CGHRF, voire un exome, mais il faut savoir qu'en ce moment, il y a un panel spécifique autour de la hernie diaphragmatique qui est en cours de recherche. Et puis, on ne comprend pas très bien quand même encore pourquoi on a une pourquoi on a une hernie diaphragmatique. Il y a des tas de pistes moléculaires et génétiques qui sont en cours et qui nous permettraient de mieux pronostiquer ces enfants et donc d'avoir des traitements optimisés afin toujours d'éviter l'ECMO. Il faut définir un parcours patient. Je ne vais pas m'y attarder, Sébastien y a fait déjà référence, mais très certainement, il faut des avis référents obstétriques, des avis du CPDPN, et puis, au minimum, faire naître ces enfants dans des maternités de niveau 3, avec des centres qui ont des services de réanimation habitués à la prise en charge de ces enfants. La pronostication nous permet également en anténatal de mettre en place des thérapeutiques type féto et en pernatal immédiat avec cette étude chic. Alors là, je vais passer très vite. Mais en tout cas, pronostiquer et mettre en place des thérapeutiques per et anténatal pourrait peut-être permettre d'améliorer le parcours patient. Et ça, c'est la discussion qu'on vient d'avoir. Donc, pronostiquer en anténatal permet certainement d'optimiser les soins. Vous connaissez déjà probablement, je vais aller assez rapidement sur les critères anténataux de gravité des hernies diaphragmatiques. Ça repose essentiellement
sur l'échographie, avec des pourcentages de LHR observés sur attendu, mais aussi sur les volumes pulmonaires totaux lors de l'IRM. Alors les chiffres que vous voyez là sont des chiffres qui concernent les hernies diaphragmatiques gauches. Les hernies diaphragmatiques droites sont plus rares, donc c'est plus difficile d'avoir des facteurs pronostiques. Et en général, on met des seuils même plus sévères pour quantifier la gravité de la hernie diaphragmatique droite. Et puis, il y a tous les autres critères que sont la position du foie, de l'estomac, etc. Pronostiquer en anténatal, ça permet de proposer fétaux. Je ne reviens pas là-dessus, Sébastien nous en a parlé. Et puis, en ce moment, d'avoir même l'étude sur SMART qui porte bien son nom, mais je passe très vite. Et puis de proposer des études pernatales comme le CHIC, de façon à optimiser dès les 10 premières minutes de vie la façon de prendre en charge ces enfants avec, on l'espère, une amélioration de l'adaptation cardio-circulatoire de ces enfants sur cette période très particulière qu'est la transition du fœtus au nouveau-né. Alors si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on va tâcher de vous proposer des stratégies de prise en charge postnatale, en se souvenant que c'est une maladie extrêmement complexe qui fait appel à des notions de physiologie qui sont importantes à connaître néanmoins pour pouvoir cibler nos thérapeutiques, qui concernent d'abord les vaisseaux, avec une hypertrophie des vaisseaux en eux-mêmes, une diminution de la lumière de ces vaisseaux, une anomalie de vasoréactivité pour ne citer que les plus connus. Mais il y a également une hypoplasie pulmonaire avec une diminution de la taille et du nombre des alvéoles et des bronchioles, des épaississements des membranes alvéolaires, une diminution de l'espace interstitiel. Et puis, ce qui est un petit peu plus récent, c'est la connaissance de la dysfonction ventriculaire sur laquelle je vais largement revenir. Et tout ça, toutes ces données physiopathes font de la hernie diaphragmatique une maladie extrêmement complexe sur laquelle il va falloir agir pour aller proposer des soins optimaux et encore une fois éviter l'ECMO. Alors, ce qu'on sait depuis un bout de temps, si on veut chercher à savoir ce qu'on va traiter en priorité, ce sont les déterminants de la gravité de la hernie. Ce qu'on sait depuis un bout de temps, c'est que l'HTAP est corrélé à la sévérité de la hernie, au recours à l'ECMO, à la mortalité. Ça, on le sait depuis au moins 20 ans, avec ces premières études qui montraient que le chemin droit-gauche par le canal artériel était déjà un marqueur de mauvais pronostic. Et par la suite, ça a été confirmé que l'HTAP était un motif de recours à l'ECMO, au décès, et que cette persistance de l'HTAP à J14, par exemple, était elle aussi associée à une surmortalité, à une détresse respiratoire persistante. Ce sont des choses qu'on connaît. Ça fait plutôt référence à une HTAP précapillaire, je vais y revenir, qui répond par exemple largement aux vasodilatateurs pulmonaires. Mais ce qu'on sait depuis maintenant un peu moins longtemps, c'est que s'associent de façon indépendante les dysfonctions cardiaques, droite ou gauche ou biventriculaires, qui sont par elles-mêmes des déterminants de la gravité de la hernie diaphragmatique. Et vous voyez, je vais tâcher de me servir de ça, pardon, c'est toi que je pointe, Nico. Donc, quand il y a pas d'HTAP, pas de dysfonction ventriculaire gauche, pas d'ECMO, pas de mortalité en gros. Mais à partir du moment où l'un ou l'autre apparaît, il y a un recours à l'ECMO, à la mortalité. Et quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche associée à l'HTAP, alors là, c'est là que sont les risques les plus importants d'avoir recours à l'ECMO notamment. Et donc c'est là-dessus qu'on va tâcher de jouer. Pour confirmer un peu mon propos, il y a plusieurs études qui montrent que les dysfonctions cardiaques droite et gauche sont déterminants, même indépendants de la gravité de la hernie. C'est-à-dire que les auteurs ont tâché de montrer que sans même recourir à des critères de gravité échographique de l'HTAP, rien qu'en mesurant la dysfonction cardiaque, on voit qu'il y a un risque supplémentaire de mortalité et d'ECMO. Dans cette étude, alors ce sont essentiellement des études rétrospectives ou de cohorte, mais celle-là était une étude prospective multicentrique durant 3 ans qui évaluait uniquement la fonction cardiaque. Et finalement, il y avait un risque ajusté de décès en cas de dysfonction gauche qui était quasiment de 2 et en cas de dysfonction biventriculaire qui était supérieur à 2. Et le recours à l'ECMO était bien supérieur pour toutes les catégories de dysfonction ventriculaire par rapport à une fonction normale. Je continue dans ma démonstration. Cette étude que je trouve très intéressante, rétrospective unicentrique, mais c'est comme souvent le cas quand même pour la hernie diaphragmatique,
qui montrait, qui cherchait à savoir quelle était la valeur de l'échographie par rapport aux dysfonctions cardiaques et surtout ce qu'il fallait en faire. Sur ces 60 nouveau-nés, sur 6 ans, il y a un opérateur qui, a posteriori, a regardé toutes les échos qui avaient été faites de J0 à J7 et jusqu'à J30. Et donc, là encore, ce que je vous disais déjà, les dysfonctions droite et gauche précoces étaient associées au recours à l'ECMO. La dysfonction biventriculaire était, elle aussi, le plus fortement associée au recours à l'ECMO. Mais surtout, ce que ça montre, et je trouve que ce schéma est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une variabilité des profils de l'échographie dans le temps. Ce qu'on voit très bien là, c'est qu'au début, on est aux 24 premières heures de vie. Il y a un shunt droit-gauche dans le canal artériel, un shunt droit-gauche également ou bidirectionnel dans le foramen ovale, et ces shunts sont associés à une dysfonction ventriculaire droite ou à une dysfonction ventriculaire gauche. Et c'est ça qui rend les enfants en danger. C'est cette association de shunts changeant dans le temps avec une dysfonction ventriculaire droite et gauche. Cette dysfonction ventriculaire gauche, on nous montre qu'elle peut être primaire en l'absence même d'insuffisance ventriculaire droite. C'est un phénomène transitoire, comme on le voit là. Ça concerne essentiellement les 2 premiers jours de vie. Et puis ensuite, elle va diminuer, alors que cette dysfonction ventriculaire droite peut persister dans le temps et s'accompagner de la persistance d'un shunt droit-gauche dans le canal artériel. Bon, c'est un peu abscon pour le moment, mais vous allez voir que ça va s'éclaircir. Donc, si on retient quelque chose pour le moment, c'est que l'HTAP par elle-même est responsable d'une augmentation de l'ECMO et de la morbidité, que les dysfonctions droite et gauche sont elles-mêmes indépendamment responsables d'une surmortalité et d'un recours à l'ECMO, et que la dysfonction gauche est un phénomène transitoire qui va être à l'origine d'une diminution du débit sanguin systémique, d'une dégradation de l'oxygène tissulaire et donc d'un cercle vicieux vers l'hypoxémie et l'acidose, et c'est là qu'on a recours à l'ECMO. Finalement, pour continuer dans notre démonstration, et pour savoir ce qu'on peut faire en réa, est-ce qu'il faut faire des échos systématiques à tous ces enfants et comment ? Alors, il y a plusieurs études qui sont là aussi rétrospectives, la plupart du temps monocentriques, mais pas toujours, qui ont testé finalement un programme d'échographie, et je pense à la deuxième étude qui apparaît sur cette diapo. Ils ont testé avant et après protocole d'échographie. Et manifestement, l'évaluation démodynamique montrait une réduction significative de la mortalité. Dans cette étude-là, ils avaient préconisé tout un tas de mesures concernant les ventricules et leurs dysfonctions éventuelles. Et à l'analyse de ces facteurs, ils montraient c'était prédictif lorsqu'ils étaient mauvais de décès ou de recours à l'ECMO. Cette étude était particulièrement intéressante. Là aussi, rétrospective monocentrique, mais on a peu d'autres études concernant les hernies diaphragmatiques, parce que les auteurs avaient mis au point un programme d'échographie. Alors, ils avaient des critères d'inclusion, ça concernait 165 patients, c'était rétrospectif, et ils avaient mis au point un protocole d'échographie avec tout un tas de critères à récupérer, qui leur permettait de ranger les enfants en hypertension artérielle pulmonaire légère ou sans hypertension, modérée ou sévère. Et ce qu'ils montraient, qui est notable dans cette étude, c'est que quand on avait une HTAP ou pas d'HTAP, ou en tout cas une HTAP très légère à la naissance, le profil ne changeait pas sur les 48 premières heures. En revanche, lorsqu'il y avait une hypertension artérielle modérée et affaire-cerise sévère, alors c'est là, dans les 48 premières heures, que le profil pouvait changer, soit avec une dégradation vers le décès, soit avec la persistance d'une HTAP sévère qui conduisait dans un grand nombre de cas à l'ECMO ou à la mortalité, soit encore avec une amélioration. Et donc, leur conclusion, c'était que l'évaluation de l'HTAP et a fortiori de la dysfonction ventriculaire gauche ou droite était particulièrement importante à mettre en place dans les 48 heures pour mettre au point des stratégies ciblées en fonction de nos échographies. Je vous parle rapidement d'autres marqueurs de surveillance de la hernie diaphragmatique au début. Il y a quelques études qui font mention du NT-proBNP ou du proBNP. Alors, certainement à mettre en parallèle avec les échographies pour affiner peut-être le niveau d'insuffisance cardiaque. Et puis, évidemment, on ne peut pas se passer d'une surveillance multimodale avec le NIRS, avec les gaz du sang préductaux idéalement. Et puis, avec certainement la recherche d'un couplage neurocardiovasculaire dont on pourra reparler plus tard, mais sur lequel je n'insiste pas pour le moment.
Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette première partie, c'est qu'on a, dans les premières heures, l'association très risquée pour les hernies les plus sévères d'avoir la dysfonction droite avec l'HTAP précapillaire, mais aussi la dysfonction gauche avec l'HTAP postcapillaire. Et en présence de ces critères de mauvais pronostic, il est tout à fait licite de proposer un programme d'échographie avec des réévaluations itératives, en se souvenant que le profil de l'HTAP et de la fonction cardiaque vont évoluer rapidement dans le temps, et que c'est ça qui va nous permettre d'adapter nos thérapeutiques. Et puis, dans plusieurs études, vous êtes guidés, tenus par la main pour savoir quels sont les critères échographiques que vous pouvez rechercher. Et ça, l'idéal, c'est d'avoir un programme institutionnalisé pour chaque centre avec des critères que chacun sait utiliser, pour lesquels ce sera simple de mettre en place avec l'échographie au lit du patient. Une fois qu'on a fait ça, donc on a identifié quels sont les facteurs de risque de recours à l'ECMO. Comment rechercher ces facteurs de risque? C'est certainement avec l'échographie systématique. Eh bien, il y a plusieurs auteurs, mais je cite cette étude-là, qui ont proposé, pour faciliter la prise en charge au quotidien, de donner des profils, des phénotypes de patients avec une hernie diaphragmatique. Alors, c'est certainement un petit peu sommaire, mais ça aide un peu à la réflexion au lit du patient. Et ils ont identifié 3 phénotypes. Je ne parlerai pas du premier parce que c'est là où il n'y a pas ou peu d'hypertension artérielle et pas de dysfonction cardiaque. Et le phénotype 2 et 3 ensuite sont plus intéressants évidemment pour notre partie. Le phénotype 2 est celui de l'HTAP précapillaire avec ou sans dysfonction cardiaque droite, mais elle va advenir si l'HTAP persiste. Et puis, le phénotype 3 est celui d'une HTAP postcapillaire avec une dysfonction cardiaque gauche, dont je vous rappelle qu'elle peut être primaire sans être nécessairement liée à l'insuffisance ventriculaire droite. Ils ont proposé, dans ce cas, de mettre en place une sorte de programme de traitement en fonction du phénotype. Et c'est de ça dont on va parler, en dissociant le phénotype 2 et du phénotype 3. Je ne vais pas parler des phénotypes les plus légers. Pour ce qui est du phénotype 2, donc c'est le type HTAP précapillaire et dysfonction droite. Ce sont les signes qu'on voit classiquement avec les pressions pulmonaires élevées, l'aplatissement, voire le bombement du septum interventriculaire. On peut utiliser la fuite tricuspide et regarder si le shunt est droit-gauche par le canal artériel et par le foramen ovale. Et ça va avoir comme conséquence une hypoxémie préductale, une aggravation de la vasoconstriction pulmonaire. C'est un cercle vicieux. Dans ces cas-là, on peut diminuer les résistances vasculaires précapillaires avec des vasodilatateurs pulmonaire, on prend en charge le canal artériel, on recrute sans distension, c'est vrai pour tous les profils, on optimise certainement la sédation et on peut soutenir la fonction droite lorsqu'il y a une dégradation du ventricule droit. Pour ce qui est du phénotype 3, là on est plutôt en présence d'une HTAP postcapillaire et d'une dysfonction gauche, avec un shunt qui peut être droit-gauche par le canal artériel, mais là où on va avoir l'esprit alerté, c'est quand on va avoir un shunt gauche-droit par le FOP, une élévation des POG et des pressions veineuses pulmonaires. Et à ce moment-là, peut advenir une dysfonction ventriculaire gauche seule ou associée à la dysfonction ventriculaire droite. Il va falloir soutenir la fonction VG avec certaines drogues dont on va reparler, limiter sa post-charge, éviter le NO, on va en reparler, prendre en charge le canal et éviter évidemment la surdistension pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent dans les services de réa ? On a une hernie diaphragmatique avec des poussées d'HTAP. On utilise les vasodilatateurs pulmonaires. C'est assez classique. Et pourtant, ce sont les vasodilatateurs de la voie du NO ou sildenafil. Et pourtant, il n'y a pas ou peu d'études qui montrent le bénéfice du NO. Par exemple, dans ces études que je vous cite, il y avait seulement une petite proportion de répondeurs, avec par exemple comme critère une augmentation de la PaO2 pour cette première étude. Et ceux-là avaient moins recours à l'ECMO, mais finalement, il y avait 60% de non-répondeurs qui avaient en général une dysfonction gauche. Ou cette deuxième étude de cohorte multicentrique qui ne montrait pas de bénéfice à l'utilisation du NO, et même peut-être un recours supplémentaire à l'ECMO quand il y avait un recours précoce au NO. Donc le NO,
pas davantage, en tout cas dans la littérature. Et quant au sildenafil, là aussi, cette étude qui montrait un taux significativement plus élevé de dysfonction cardiaque et pas forcément de répondeurs, donc chez les non-répondeurs. Donc c'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que sur les premiers jours de vie, on a une dysfonction cardiaque gauche avec une HTAP post-capillaire. Et dans ce cas-là, dans ces cadres-là, il n'y a pas de raison, ou du moins une attention particulière à utiliser l'ENO, puisqu'on risque de majorer la dysfonction droite et donc de recourir à l'ECMO. Il faut évaluer et réévaluer tous les jours le type d'HTAP, savoir devant quel type d'HTAP on est, pré-cap, post-cap, pour savoir s'il y a vraiment besoin d'avoir du NO chez ces enfants. Donc attention à l'utilisation du NO lorsqu'il y a une HTAP post-capillaire. Maintenir le canal ouvert. Sur cette étude de nos amis lillois, 18 nouveau-nés avec une HTAP sévère et dont on comparait la baisse de la FiO2 avant et après introduction de prostaglandine, avec des objectifs secondaires concernant le sens du shunt, l'amélioration des gaz et certains critères de circulation systémique. Et finalement, il montrait, sur cette petite population, qu'il y avait une amélioration des saturations, des paramètres circulatoires systémiques, une baisse des vélocités par le canal artériel et une diminution des pressions artérielles pulmonaires sans baisse des PAM. Et que finalement, dans le cadre du traitement des antidiaphragmatiques sévères avec HTAP persistante, ça pouvait être une alternative à l'ECMO. Quand on regarde la littérature, il y a assez peu de choses sur les prostaglandines et le canal artériel ouvert. Ce qui est un peu étonnant, il y a 5 études, toutes rétrospectives, 4 qui étudient prostaglandine versus pas de prostaglandine, et une prostaglandine versus NO plus prostaglandine. Et seulement 2 proposent des critères objectifs échographiques pour la mise en route de la prostaglandine. Toutes, par contre, considèrent qu'il y a une amélioration des paramètres cardio-circulatoires à l'échographie sur le plan biologique ou clinique dans les cas de dysfonction droite ou gauche. Je vais revenir juste là. Le canal étant intéressant tout de même parce qu'il va augmenter le flux sanguin systémique lorsqu'il y a une dysfonction cardiaque gauche, mais il y a aussi un effet vasodilatateur pulmonaire direct et une réduction de la post-charge du ventricule droit. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que de la même façon qu'on essaye de comprendre l'HTAP et la fonction cardiaque, le profil hémodynamique des patients évolue régulièrement. Les premiers jours, il y a un risque de dysfonction gauche, je martèle un peu, transitoire associé à l'hypoplasie du ventricule gauche et à la dysfonction droite. Et puis après, une fois que les jours passent, on est moins dans ces problématiques de dysfonction gauche, il y a moins de dysfonction gauche. Par contre, il peut y avoir une persistance éventuelle d'HTAP précapillaire. Et finalement, on est dans des zones un peu floues, où au début, il y a un canal artériel qui va peut-être shunter droit-gauche, éventuellement un FOP qui va shunter gauche-droit, et puis les choses vont s'améliorer, les shunts vont s'inverser, ça va être gauche-droit de tous les côtés, canal artériel comme foramen ovale, et c'est là qu'on va avoir envie d'arrêter la prostine, à juste titre, de façon à ne pas noyer notre poumon. Mais c'est là aussi qu'il va falloir être extrêmement prudent et surveiller de façon régulière, voire quotidienne, à l'échographie, de façon à ne pas manquer le moment où le canal artériel va se fermer, alors que les résistances vasculaires pulmonaires, on l'a vu, restent encore élevées dans les jours qui suivent. De quoi peut-on encore se servir pour traiter au mieux nos patients et leur éviter l'ECMO ? Alors, il y a quelques études, mais elles ne sont pas très nombreuses, sur les analogues de la prostacycline, qui là s'adressent plutôt au profil 2 avec une HTAP précapillaire et une dysfonction droite. Je vais aller vite. Ces études, pour celle de gauche, c'est une étude rétrospective sur peu de patients qui conclut que le traitement par trépostinie était associé à une amélioration significative des critères de sévérité de l'HTAP avec une bonne tolérance. Il n'y avait pas de conseil de posologie. Pour ce qui est de l'étude à droite, c'était une cohorte de registre avec un peu plus de patients et il concluait qu'il y avait une diminution du recours à l'ECMO et de sa durée chez les patients ayant débuté un traitement par prostacycline assez précocement. On voit sur les 7 premiers jours. Donc oui, peut-être que utiliser les prostacyclines chez les petits les plus sévères peut être une alternative au recours à l'ECMO. Pour ce qui concerne les phénotypes des 2 types, 2 ou 3, avec dysfonction ventriculaire,
On utilise de plus en plus largement la milrinone. Pour autant, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont encore complètement fixes là-dessus. Il y a une étude de cohorte sur très peu de patients qui a montré qu'il y avait une amélioration, je crois qu'il y a 6 patients, amélioration de la dysfonction diastolique du ventricule droit et de l'index oxygénation à H72. Donc c'est là aussi une utilisation précoce de la milrinone. Et puis il y a une étude pilote dont on attend les résultats, qui a été conçue comme un essai prospectif, randomisé et contrôlé, multicentrique, 1 pour 1, les uns recevaient de la milrinone, les autres du placebo. Et le critère principal était l'évaluation de l'oxygénation, déterminée par l'index oxygénation à 24 heures. Et le critère secondaire était notamment un recours à l'ECMO. Donc ça, on n'a pas encore les résultats, mais c'est vrai que la milrinone, comme soutien à la dysfonction ventriculaire droite ou gauche dans l'hernie diaphragmatique, paraît être intéressante. Un mot sur la sédation et la curarisation, qu'on utilise largement à nu. Alors pas la curarisation certainement selon les centres, mais au moins la sédation et l'analgésie, et qui en fait est utilisée de façon un petit peu, parce qu'on estime que les petits ont une réactivité vasculaire qui va leur faire avoir des poussées d'HTAP peut-être un peu plus sévères s'il y a du bruit, s'il y a de la stimulation, s'il y a de la douleur. Et donc, pour cette raison, et certainement à juste titre, on utilise largement des sédatifs ou des morphiniques. Et pourtant, cette étude qui montre, alors là, sur une analyse rétrospective et multicentrique, donc beaucoup d'enfants, alors peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes populations que les nôtres, parce qu'il y en avait presque 100% qui recevaient des morphiniques, des sédatifs aussi, mais aussi beaucoup des curares. Et je ne suis pas sûre qu'en France, on utilise autant les curares. En tout cas, leur utilisation prolongée était associée à une mortalité accrue et à une durée d'hospitalisation plus longue. Donc, c'est certainement un point qu'il faudrait creuser un peu plus pour avoir une sédation-analgésie optimale, mais sans mortalité accrue. Et puis le lévocimendant, là plutôt pour l'HTAP post-capillaire à la dysfonction gauche, il y a un cas clinique sur un choc cardiogénique et cette toute petite étude rétrospective qui étaient tous traités par support inotrope et auquel on avait rajouté du lévocimendant et qui pourrait montrer une amélioration de l'HTAP, des dysfonctions droite et gauche avec une diminution significative des traitements vasopresseurs. C'est certainement des centres qui ont l'habitude d'utiliser le lévocimendant pour d'autres raisons, notamment les centres de chirurgie cardiaque, et qui, par extension, estiment que le lévocimendant pourrait être une bonne molécule pour diminuer la dysfonction cardiaque des hernies diaphragmatiques. Si on retient un peu de façon un peu plus claire, je reprends ce schéma au départ que j'avais tronqué, qui montre qu'au départ, on aura le risque d'avoir les 2 sortes d'HTAP avec les 2 dysfonctions cardiaques, qu'il faut se méfier de cette dysfonction cardiaque gauche, notamment avec l'utilisation du NO, que les profils échographiques sont changeants et que donc il faudrait idéalement mettre un protocole de suivi échographique adapté au service, avec des critères échographiques adaptés, et qu'il faut suivre ensuite de près la fermeture du canal artériel, en proposant des traitements adaptés, comme je vous l'ai montré, sur chacune des dysfonctions cardiaques, et en mettant, et là on va y revenir, une ventilation protectrice. Il y a des interactions cardio-respiratoires, évidemment. Si on reprend un peu notre schéma, là, on vient de parler essentiellement d'hypertension artérielle pulmonaire, de dysfonction biventriculaire, et bien sûr, il y a le côté pulmonaire dont on ne peut pas faire abstraction, puisqu'il y a des effets directs sur la circulation. La stratégie ventilatoire, elle a essentiellement 2 objectifs. Celui de limiter le baro et le volutrauma ainsi que l'atélectrauma pour un poumon qui est très peu compliant, hypoplasique, et d'éviter les autres complications de la ventilation comme pour tout nouveau-né intubé. Le risque, c'est d'avoir des pressions expiratoires positives élevées ou bien des pressions moyennes élevées, et donc d'avoir un recrutement pulmonaire excessif qui va finalement faire l'inverse exactement de ce qu'on veut, avec notamment une diminution des échanges gazeux. Et donc, il faut se fixer d'autres objectifs clinico-biologiques que ceux qu'on connaît habituellement pour les ventilations,
qui sont basées sur une oxygénation sur la satte préductale, et notamment en prénatal, des saturations aux alentours de 85 à 95% d'FiO2, et donc limiter l'hyperoxie. Se permettre d'avoir des pH un peu plus bas, c'est l'hypercapnie permissive. Entre 7,20 et 7,40, ça paraît déjà beaucoup. Toujours est-il qu'il ne faut pas avoir des pressions trop importantes pour essayer d'avoir un pH à 7,40 à tout va. Se permettre donc des capnies entre 45 et 60, voire 70 selon les études, sans surdistension. Et c'est là qu'on va avoir la meilleure interaction entre la ventilation et la circulation. Alors, Sébastien l'avait évoqué un tout petit peu avec le VC Trial. C'est vrai que ça a fait mauvaise presse pour l'HFO, du point de vue initial au moins, comme ventilation. Et ça a été mis de côté complètement, puisqu'il n'y avait pas de différence au bénéfice de l'HFO initial. Et finalement, il y a plusieurs papiers maintenant qui proposent des modes de ventilation conventionnels, protectrices, en pression, c'est la ventilation initiale, j'entends, avec des critères précis, un volume courant aux alentours de 4 ml/kg, pour une pression, une pipe inférieure strictement à 25, une fréquence respiratoire 40 à 60, là encore dans le cadre de l'hypercapnie permissive, avec des PEP basses et un TIQ. Là aussi, il y a eu des articles qui se sont attachés à montrer que finalement, avoir une stratégie ventilatoire, à l'instar de la stratégie échographique de tout à l'heure, c'est optimiser les soins de nouveau-nés avec hernie diaphragmatique sévère et éventuellement diminuer le recours à l'ECMO. Pour cette étude, donc c'était une étude rétrospective, mais qui comparait les nouveau-nés qui étaient pris en charge avant le protocole et ceux qui avaient été pris en charge après un protocole très clair et bien visible pour le service de réanimation. Leur critère principal était le recours à l'ECMO et la survie à la sortie. Et les nouveau-nés qui avaient eu recours, enfin, dont la stratégie ventilatoire répondait à un protocole bien défini, avaient moins recours à l'ECMO et avaient un meilleur taux de survie. Pour revenir rapidement à l'HFO, certes, ce n'est pas recommandé en ventilation initiale, mais il y a Bromeiker et son équipe qui ont quand même fait une étude intéressante, rétrospective, unicentrique, qui permettait de comparer un protocole de ventilation initiale, donc il l'appelait protocole de protection pulmonaire maximale, MLP, avec HFV d'emblée et chirurgie précoce, versus des nouveau-nés qui étaient pris en charge avec une ventilation en pression conventionnelle et pas de chirurgie précoce. Alors, il y a quand même le fait qu'ils aient comparé HFO et chirurgie précoce. Ce n'est pas que HFO initial. Et ça montrait, avec des paramètres très, très codifiés d'HFO, une amélioration de la survie et une diminution drastique du recours à l'ECMO. Et surtout, ça nous montrait, et c'est ce que les auteurs concluaient, qu'il y avait l'intérêt, là, dans cette population de hernie diaphragmatique sévère, d'un protocole institutionnalisé. Et puis, Sébastien, tu as évoqué une autre étude qui tend à, de nouveau, étudier l'HFO initial avec des petits paramètres et dans des conditions codifiées, parce que VC Trial, c'est un peu daté maintenant, et puis c'était dans des cadres de prise en charge qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. Donc, probablement que quand on ne s'en sort pas avec la ventilation mécanique conventionnelle initiale, oui, on peut avoir recours à l'HFO avec des bonnes pratiques, des pressions moyennes basses, des fréquences d'environ 11 selon les études, là ils avaient même des fréquences encore plus hautes, et des amplitudes QSP pour la vibration thoracique. Ce qu'on peut retenir, ce sont des poumons hypoplasiques et peu compliants, avec des interactions cardio-ventilatoires évidentes, et que là aussi, il faut avoir probablement un protocole de ventilation pour le service institutionnalisé, avec quand même en ce moment des recommandations fortes pour une ventilation initiale conventionnelle protectrice. Et puis un petit mot sur le risque d'infection de ces patients, et notamment de pneumopathie, qui supportent certainement très, très, très mal, encore moins bien que les autres patients, du fait d'un shunt intrapulmonaire supplémentaire, et que ça peut être un recours à l'ECMO. Et un petit mot sur le fait qu'il ne faut pas probablement mettre de sildenafil dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut aider la stratégie ventilatoire avec le timing chirurgical ?
L'hypothèse a été proposée par certains auteurs que avancer la date de la chirurgie permettrait d'extuber plus vite, par exemple, ou d'éviter certaines complications de la ventilation. Alors, les réponses sont plutôt décevantes. Je n'ai pas trouvé d'études qui permettent de dire que le timing chirurgical, en fonction du fait qu'on le fasse très tôt ou au contraire un peu plus tard, permettait d'avoir un moindre recours à l'ECMO ou une moindre mortalité. Donc, dans cette étude-là, 4 groupes en fonction du temps du délai de réparation par rapport à la naissance, et ensuite en fonction de la gravité de la hernie, et il n'y avait pas de timing optimal, notamment pour les formes sévères. Ce qu'on sait par contre pour la chirurgie, c'est que ça peut dégrader de nouveau les enfants, et notamment sur le plan du ventricule droit et de l'HTAP précapillaire. Et donc il faut qu'on sache qu'on a besoin d'avoir une évaluation un peu précise sur ces critères-là, et que la dysfonction du VD peut apparaître en post-op. Enfin, il y a cette équipe qui, en termes de prise en charge post-chirurgicale, a proposé de limiter plus encore la PEP du fait du changement en fait, de conformation du poumon et du médiastin et de limiter la surdistension pulmonaire dans cette période vulnérable. Et donc, il proposait de tester une PEP à 2 s'il y avait une hypercapnie, une hypoxémie persistante avant l'HFO et a fortiori avant le recours à l'ECMO dans cette population en post-chirurgique. La prise en charge post-chirurgicale, c'est toujours une période vulnérable, on l'a vu, la chirurgie, avec des changements de conformation architecturale tout simplement, et puis parfois un rebond de la dysfonction ventriculaire droite. Et donc il faut poursuivre l'évaluation précise et journalière, probablement à l'échographie de cette HTAP qui peut être persistante, poursuivre la ventilation protectrice et puis chercher d'autres risques qui peuvent être amenés à déstabiliser l'enfant. Je pense au chylothorax par exemple, mais aussi à l'infection ou bien au syndrome compartimental abdominal lorsqu'il y a eu beaucoup d'organes qui ont été réintégrés en intra-abdominal. Et puis, on peut avoir recours à la NAVA dans le but de déventiler rapidement ces enfants et d'aller rapidement vers une marche forcée, je dirais, vers l'extubation. Ça va ? J'en ai fini. Ce que je vous propose, en tout cas ce que propose aussi la littérature, c'est d'avoir en tête la physiopathologie de cette maladie, qui est une maladie très spécifique, très particulière, de façon à avoir des stratégies d'évaluation ciblées et donc un traitement ciblé. Et ça passe probablement pour une stratégie institutionnelle adaptée à votre service d'évaluation échographique. Là, je vous présente celle de Kipf-Müller, mais il faut probablement trouver chacun la sienne. Alors, je dis chacun la sienne, mais ça a un écueil, parce que évidemment, ça diminue le rendement des études multicentriques et internationales a fortiori, de ne pas avoir de consensus, et c'est le cas aujourd'hui, sur les critères d'évaluation d'échographie. On a globalement à peu près les mêmes critères d'évaluation d'échographie, mais pas tous les mêmes, et c'est ça qui rend difficile la comparaison de l'évaluation au sein des centres, entre les centres. Mais tout de même, un protocole d'évaluation échographique, au fur et à mesure que le temps passe, avec des stratégies thérapeutiques ciblées, sont certainement intéressantes et permettent de diminuer le recours à l'ECMO. De la même façon, la stratégie ventilatoire pour limiter le baro et le volotraumatisme et l'hyperoxie sont intéressantes pour optimiser les soins ventilatoires de ces enfants et leur diminuer le recours à l'ECMO. J'ai repris ce dont on vient de vous parler. Un petit mot quand même pour ces recommandations, ou du moins ces protocoles qu'on pourrait mettre en place, pourraient permettre aussi d'aider la prise en charge des centres qui nous appellent, et je pense à l'UMAC notamment, avec finalement parfois des recommandations à partir des évaluations qu'ils peuvent faire, assez faciles, si tant est que c'est protocolisé et clair pour tout le monde. Est-ce que j'ai encore une minute ? Non. Alors merci. Merci beaucoup Isabelle. Ah, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup Isabelle. En effet, on va laisser quand même au moins une petite dizaine de minutes pour les questions. Je pense que c'est un sujet très vaste. Tu as traité énormément de choses. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair, mais j'imagine qu'il y a pas mal de réactions, de partage d'expériences, de questions dans la salle. Alors, au fond, je monte.
J'ai une question d'ordre physiopathologique concernant le phénotype 3 que vous avez évoqué. Concernant donc la cause la part post-capillaire à l'hypertension pulmonaire. Oui. Je comprends bien qu'en présence d'un FOP qui fait gauche-droit, il faille évoquer une part post-capillaire à l'hypertension pulmonaire ou au moins une absence de dysfonction droite. En revanche, j'ai plus de mal à comprendre comment on peut systématiquement éliminer une part précapillaire par augmentation des résistances vasculaires pulmonaires dans la mesure où le canal artériel fait droit-gauche. Ben, oui. Évidemment, je ne peux pas vous dire on peut éliminer la part droite dans ces cas-là. C'est même impossible, et c'est pour ça que je voulais savoir si j'avais une minute de plus, parce que je vous aurais présenté un cas clinique où on a eu exactement ça, c'est-à-dire le canal qui chinte droit-gauche, le FOP gauche-droit, et clairement, il n'y a pas de part de dysfonction cardiaque gauche. Donc, j'ai essayé de vous présenter quelque chose pour avoir les idées claires au lit du patient, pouvoir un peu s'orienter en fonction des chintes des canaux, du canal ou bien du FOP, mais évidemment, ce n'est pas aussi évident. Et ce qui compte, c'est de corréler avec, par exemple, ce qui passe dans l'artère pulmonaire, en termes de vitesse moyenne, d'accélération du temps dans l'artère pulmonaire, etc. Et oui, je vous rejoins, s'il y a vraiment une diminution du flux vers l'artère pulmonaire avec un shunt droit-gauche, et pour autant un shunt gauche-droit, on ne dira pas que c'est sans dysfonction cardiaque gauche, alors on ne dira pas que c'est une HTAP post-capillaire, à proprement parler. Mais c'est il y a autant de cas finalement que d'enfants, et c'est des profils extrêmement changeants. Mais j'aurais bien aimé vous montrer les images d'écho que j'avais, parce que c'est exactement la question que vous posez. Et pour finir, finalement, on a fini par, dans ce cas-là, il y avait un tel appauvrissement du sang qui passait du ventricule droit vers le poumon qu'on a fini par remettre un peu de vasodilatateur, alors même qu'il y avait un shunt gauche-droit par le FOP. Pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est une grande hétérogénéité des profils hémodynamiques. Ça change en permanence et il faut avoir l'appareil d'écho facile. Et comme ça permet quand même, en multipliant les critères échographiques, qu'il s'agisse de ceux de l'HTAP pur ou ceux des dysfonctions cardiaques et gauche, d'avoir une idée un peu d'ensemble. Après, pour le dire un peu autrement, en fait, ce qu'on cherche à prédire dans cette situation-là, c'est est-ce que on va avoir un bénéfice au vasodilatateur pulmonaire, parce que comme le disait Isabelle, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a potentiellement un effet délétère. Et on se dit que le bénéfice à mettre un vasodilatateur, c'est quand il y a une précharge gauche tellement faible que le foramen ovale il est droit-gauche, que la POG est tellement basse que le foramen ovale il est droit-gauche, ou bidirectionnel. Donc ça nous dit la POG est faible, et si avec ou sans dysfonction cardiaque, a fortiori avec dysfonction cardiaque, la POG est faible, c'est qu'il faut augmenter le débit pulmonaire, et là, le vasodilatateur va probablement être bénéfique. C'est comme ça qu'on réfléchit, en fait, mais les études qui vont chercher à regarder ça, elles montrent que c'est pas du tout du 100%. C'est du raisonnement physiopathe intéressant, mais la réalité de la réponse, elle est un peu prédite par ça, mais elle n'est pas du tout 100%. D'autres questions ? Thibaut. En pratique, ces marqueurs d'échographie que vous citiez, c'est des choses assez classiques, mais comment c'est organisé chez vous ? Qui fait les échographies la journée, la nuit, le week-end ? Est-ce que vous attendez des cardiopédiatres, juste des datas ou une conduite à tenir ? Comment ça marche ? Alors, nous, en plus, on a la particularité d'avoir ces enfants en réanimation pédiatrique, ce qui n'est pas le cas déjà de tous les centres en France, parce qu'on fait de la chirurgie cardiaque beaucoup et que, avec l'ECMO notamment, ça nous a fait prendre cette orientation-là. Et donc, c'est nous, les réanimateurs, mais les réanéonates le feraient aussi, ils le font pour d'autres enfants, qui faisons les échographies cardiaques. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se forme, clairement. Et on a des cardiologues toute la journée à qui évidemment on peut demander de venir voir, et on leur fait faire une échographie eux-mêmes régulièrement de façon à ce qu'on regarde bien les mêmes choses, qu'on ait un peu le regard d'un expert pour nous dire oui c'est ok, etc. Mais quotidiennement les échographies sont faites par nous, la nuit aussi. Et c'est important parce que en cas de fermeture ou quand on voit que le canal artériel par exemple devient plus rapide ou du moins commence à se fermer alors qu'il y a des chaînes droit-gauche qui persistent, alors là, il faut absolument que nous, la nuit, sans devoir appeler notre copain cardiologue qui est d'astreinte, on puisse faire ce genre d'échographie. Donc c'est nous qui le faisons le plus possible. Moi, j'avais une question sur la taille du ventricule gauche, qu'on parle beaucoup de dysfonction gauche, pas tellement de taille du ventricule gauche, qui est quand même une problématique chez ces malades-là.
Dans mon expérience à moi, je n'ai pas l'impression que ça m'ait souvent posé problème. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce que c'est un vrai souci, en fait, cette taille de ventricule gauche? C'est un vrai souci pour les hernies diaphragmatiques gauches, pour les plus sévères, et par deux explications. C'est du fait de la compression intrathoracique pendant la grossesse, et parce que le flux qui vient normalement alimenter par le FOP, comme tu le montrais tout à l'heure, Sébastien, il est dévié et il ne vient plus alimenter. Donc il y a vraiment une vraie raison. C'est clair ou pas du tout? Oui. Il y a une vraie raison à l'hypoplasie du ventricule gauche en anténatal. Et il y a quand même des études qui ont montré des Z-scores extrêmement bas. En revanche, on n'a pas encore montré que l'hypoplasie pulmonaire en tant que telle était directement reliée à une augmentation de la mortalité ou du recours à l'ECMO. Je parle de l'hypoplasie. La dysfonction gauche, oui, mais l'hypoplasie, non. Alors, en termes de fréquence, par contre, c'est ça ta question finalement. Je ne sais pas si on a une idée précise de la fréquence de l'hypoplasie du ventricule gauche dans la hernie. C'est fréquent, mais ça n'est pas directement lié à un risque clinique et échographique de recours à l'ECMO. Pour rajouter 2-3 petites choses, dans CHIC, dans l'étude qu'on est en train de mener, il y a toute une partie des centres qui fait des échographies cardiaques de manière prospective. Donc on aura une réponse un peu plus sexy à donner. En tout cas, il y a une corrélation entre la gravité de la forme et l'hypoplasie. Il y a des hypoplasies aussi dans les formes droites, même si c'est plus dur à démontrer, qui montrent qu'a priori c'est pas que de la compression, mais comme vient de l'expliquer Isabelle. Et l'autre chose, c'est que là, on a fait, donc nous, sur une trentaine de patients lillois, mais j'ai pas montré là, et c'est pas encore publié, cette hypoplasie et cette dysfonction, elles évoluent dans le même sens. C'est-à-dire que l'hypoplasie, elle se corrige elle aussi. C'est-à-dire que quand il y a du sang qui passe dans le VG, ce VG grossit. Et donc là, ça va être difficile de séparer dysfonction et hypoplasie parce qu'en fait, elles évoluent dans le même sens. Nous, on a fait les études jusqu'à 1 an. À 1 mois, il récupère un Z-score normal, de taille du ventricule. Et une fonction, c'est pareil, on a fait du strain chez ces patients parce qu'il y a déjà des études qui démontrent que oui, ça s'améliore dans le temps. Mais les études, elles s'arrêtent toutes à J7 et on n'a pas la date de normalisation complète du strain, etc. Et a priori, dans notre petite étude, c'est à peu près 1 mois. Donc la taille et la fonction évoluent de manière très parallèle dans le premier mois de vie, en s'améliorant franchement dans les 48 premières heures. Peut-être une dernière question, après, qu'on passe. J'ai pris le micro pour après pas le redonner à personne. Ah, oui, bien joué. Non, c'est vrai que quand on a vu les premières publis avec les phénotypes, moi, on s'est dit génial, on va enfin avancer, avoir un protocole. Et finalement, en fait, on a quand même, j'ai presque l'impression que c'est encore plus compliqué qu'avant parce qu'on se posait moins de questions avant. Mais pour rejoindre vos deux topos, je serais curieux de voir une étude avec des centres là, voilà, de l'hernie. Et pour vérifier s'il y a une concordance, par exemple, inter-observateur, sur est-on en fait réellement capable, dans les 48-72 premières heures de vie, de phénotyper le malade? Parce que c'est quand même une construction théorique. Mais est-ce que si on met 40 réanimateurs et 4 experts qui relisent, on est capable de phénotyper? Et à quel point ça bouge ou pas? Est-ce que ce qu'on voit à H4 est vrai à H8? Et est-ce que dit Sébastien qui classe grade 2, Isabelle va le classer grade 2? C'est ce qu'on disait. Alors, pour ce qui est des 48 premières heures, que ça change, oui. Je vous ai présenté 2 ou 3 études, mais on ne m'a pas autorisé à faire 2 heures de présentation, sinon j'avais 10 études de plus à chaque fois. Où le profil hémodynamique qui change pendant les 48 heures, ça, il y a vraiment beaucoup de données. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'on dit, ça je te rejoins, qu'est-ce que l'HTAP grave pour un centre anglais, un centre français ou américain.